Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à cette réunion sur le rôle de l'art urbain pour des villes inclusives et durables. Je suis Mélissa Gorandi-Novak et travaille au PNUD. Donc, il s'agit du webinaire numéro 26 pour le système de solutions locales des ODD. Et nous voulons aujourd'hui vous montrer comment les gouvernements régionaux et locaux peuvent mettre en œuvre l'agenda 2030 avec des solutions concrètes et locales. Vous pouvez regarder les autres webinaires que vous trouverez sur notre site internet et sur le canal de YouTube. Je vais vous envoyer le lien dans quelques instants. Alors maintenant, quelques suggestions au niveau méthodologique. Nous avons un service d'interprétation en anglais, français et espagnol. Vous devez cliquer sur le petit monde que vous trouverez en bas à droite de votre écran Zoom et sélectionnez la langue de votre choix. Donc, elle redit la même chose en espagnol. Vous devez cliquer sur le petit monde en bas à droite de votre écran et sélectionner la langue que vous souhaitez écouter. Et elle le redit en français. Bien, utilisez le chat pour vous présenter, pour poser des questions, pour partager un petit peu votre histoire. Et maintenant, je vais présenter nos intervenants. Nous avons plusieurs intervenants. Nous avons Clémency Genji, qui est le directeur de la culture et du tourisme dans la ville de Nairobi. Nous avons Melissa Tarago, qui est conseillère externe de la municipalité de Cordoba en Argentine. Et notre modérateur sera Jordi Pasquale, qui va coordonner ou qui coordonne, pardon, le comité de la culture des villes unies et des gouvernements locaux. Merci à tous. Bonne réunion et je donne maintenant la parole à Jordi Pasquale. Jordi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Mélissa. C'est un grand honneur pour moi d'être responsable de l'organisation de ce webinaire. Je suis vraiment impressionnée, je dirais, puisque c'est le webinaire numéro 26. Vous avez dit, je vois que vous avez beaucoup d'activités, vous avez organisé beaucoup de choses et c'est vraiment et je vous félicite, hein, cette 26e séance est vraiment une preuve, hein, de tout le travail que vous avez fait. Donc, mes félicitations pour tous ceux qui sont derrière ces nombreux webinaires et toutes ces activités. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'art urbain pour des villes inclusives et durables, des villes du monde entier, de tous les continents qui affrontent des organisations croissantes, des pressions dues à cette urbanisation et cela donne lieu à des problèmes parfois d'inégalité, de fragmentation. Cela fait qu'on a besoin et que les citoyens se sentent, sentent qu'ils approprient l'endroit dans lequel ils vivent. C'est une manière pour les familles, hein, de montrer et, les contextes dans lesquels ils vivent. Par conséquent, nous avons des approches créatives de grand intérêt qui vont surgir et qui vont montrer cette inclusivité que nous voulons mettre au centre de notre travail. Donc, une approche intéressante et pour montrer que le public n'est pas seulement ici, hein, pour parler de l'aspect esthétique ou de la planification, mais qu'il s'agit aussi d'une question de lien des membres de cette communauté, une manière de créer du sens au sein de ces communautés. Par conséquent, ces approches créatives doivent être très présentées et nous allons parler de fresques murales, de graffiti, de performances sur les places, dans les rues, de différents types de spectacles dans les parcs d'installation. Donc tout cela
forment des solutions de grand intérêt. Certaines vont impliquer une discussion, hein, et un partage du pouvoir. Certaines de ces activités vont donner lieu à des tensions aussi par rapport au patrimoine, à ce que l'on faisait auparavant dans certains endroits, dans ces villes, et va donner lieu aussi à des créativités, à une exposition de la créativité, à des discussions saines, au partage du pouvoir, des discussions sur le patrimoine, la créativité, l'imagination de la communauté. Cette imagination mise euh, au, au- au service du futur, hein. Dans notre travail au niveau des gouvernements locaux et des villes unies, nous demandons aux villes de discuter de cet art public, de cet art urbain, comme étant un secteur important au niveau des cultures. C'est une manière d'accéder à la vie culturelle pour tous les citoyens. C'est très important. Et, et cela doit être bien canalisé dans ce sens. Et c'est pour ça que nous faisons ce travail. Dans notre manuel, dans notre trousse à outils, hein, l'art public ou l'art urbain est très important. Nous avons de bons exemples. Par exemple, l'exemple de Cordoba et l'exemple de Nairobi que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous allons demander à Melissa Tarago et à Clément Sijanji de présenter leur ville. Je vais commencer par Melissa Tarago et ensuite Clément Sijanji prendra la parole une fois que Melissa aura fini. Clément posera une question à Melissa une fois qu'elle aura fini sa présentation et la même chose dans l'autre sens, une fois que Clément aura fini sa présentation, Mélissa lui posera une question. Tous les participants pourront aussi poser une question à Mélissa, à Clément, ou pourront faire des commentaires ou autre, hein. Bien. Et notre collègue du PNUD, Mélissa Gorandi, sera responsable d'organiser les questions. Bien. Je poserai moi-même une question à Melissa Tarago de Cordoba une fois qu'elle aura fini sa présentation. Voilà. Alors maintenant, j'ai le plaisir de présenter Clément, qui est directeur d'art, culture et tourisme de la ville de Nairobi, au Kenya. Et Clément, bonjour. Vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine, hein? Vous aurez 10 minutes pour expliquer, pour nous présenter un peu, hein, les politiques qui ont été mises en œuvre dans votre ville, le contexte dans lequel vous travaillez. N'hésitez pas à apporter certains détails, hein, euh, liés à ce que j'ai dit tout à l'heure. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que je vous poserai des questions à ce sujet à la fin de votre présentation. Bien, donc vous avez la parole. Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour de Nairobi. Je vais préciser un petit peu d'abord. Je vais vous le présenter, je vous en parle au niveau visuel, au niveau social, en tant que individu. Je vais vous parler un petit peu de ma trajectoire. J'ai travaillé dans le domaine des industries créatives, dans le domaine de la musique. Et je dirais que je connais bien la question de la culture et je pense que c'est important de savoir tout ce que la culture peut apporter ici au niveau euh, du travail dans les villes, hein. Nous allons vous dire lorsque votre temps de parole est terminé, hein, Clément? Bien, Clément.
Au micro, eh bien, je vais vous parler un petit peu de la ville de Nairobi. Nairobi est une grande métropole dynamique de 4,5 millions d'habitants. Nous avons une population qui entre dans la ville au quotidien de 6 millions, ce qui fait que ces personnes qui viennent de la banlieue de Nairobi viennent travailler en ville. C'est donc un centre de l'innovation, de la culture, de la migration. C'est une grande ville, une principale ville de la région. Et au niveau économique, c'est une ville qui a une grande croissance avec de graves problèmes d'inégalité urbaine. Dans ce contexte, l'art urbain est important et joue un rôle euh, très solide pour raconter les histoires, récupérer des espaces et créer une sensation d'appropriation. Alors, l'évolution de cet art urbain à Nairobi, au niveau historique, est quelque chose qui a toujours existé. Il y avait des galeries, des espaces privés qui présentaient l'art local. Mais à partir de l'année 2010, on a vu une modification de ces tendances avec un art urbain, des fresques murales, des graffitis, des performances, des spectacles de rue, et petit à petit, des marchés aussi. Et petit à petit, tous ces spectacles de rue ont pris un petit peu de l'ampleur. Et vous voyez ici donc cet art ici urbain dans la rue qui a pris de plus en plus d'importance grâce à la coopération aussi avec les Nations Unies. Je dirais que cet espace public est maintenant disponible pour la population et le gouvernement s'est rendu compte de l'importance de cet art de la rue et a mis beaucoup d'accent sur la créativité, l'aspect économique aussi de cette créativité. Et une des choses importantes ici est la promotion qui est faite de ces graffitis, de ces photos aussi, des expositions photos de la ville. Tout le monde donc essaie de présenter la ville de Nairobi et de la vendre en tant que ville. Nous avons mis en place des politiques pour combattre cette idée de criminaliser l'art public. Et donc, c'est officiel en tant que politique du gouvernement que l'art public fait partie de cette communauté d'artistes avec des petites subventions qui ont ouvert les murs publics pour les fresques murales. Ça, c'est le gouverneur. Vous pouvez le voir sur l'écran. Et nous avons développé un partenariat avec des organisations, notamment les Nations Unies, et nous avons travaillé à côté de l'ONU pour permettre le développement de cette culture en général. Et tout cela a fait partie du processus que je vais présenter ici à ce webinaire. Notre partenariat avec le British Council, avec ONU Habitat, nous a mené à développer le programme Urban Arts for Inclusion, l'art urbain pour l'inclusion. Et nous avons bien sûr des zones très négligée comme la zone de Eastlands à Nairobi. Et c'est une zone pas privilégiée pour le dire de quelque manière, de la société. Et dans cette zone de Nairobi, nous avons encouragé la jeunesse pour utiliser ces murs qui étaient abandonnés, les fresques murales ainsi que les graffitis. Lorsque nous parlons de l'art urbain en tant qu'outil pour la jeunesse et l'inclusion sociale, je pourrais dire que les programmes d'art urbain offrent des opportunités pour la jeunesse et pour les communautés marginalisées. À Madar, à Kibra, je ne sais pas si vous avez senti parler de Kibra, mais ce sont
des espaces informels de l'Est de l'Afrique et les artistes jeunes ont intervenu dans les espaces publics depuis longtemps et c'est une manière d'aborder les problèmes de santé mentale, etc., les problèmes climatiques. Et dans ce cas, nous avons les espaces créatifs pour pour montrer aux touristes, il y a des cafés dans des zones qui étaient oubliées auparavant. Nous avons lancé une carte de fresques murales pour montrer les différents espaces et les différents projets dans les communautés. C'est vraiment beau, ce projet, parce que cela permet aux communautés de lidérer et cela génère un changement durable et authentique. Bien sûr, le soutien à ces politiques est très important et il y a un cadre de légitimité pour des interventions artistiques qui étaient considérées informelles auparavant. Donc, nous avons les voies de l'art urbain et comment l'art urbain est considéré pas un luxe, mais quelque chose qui guérit. Donc, la vision de Nairobi pour le futur, c'est de mettre en échelle ce travail en intégrant l'art urbain dans la planification urbaine et de créer des appels d'offres pour les artistes et les communautés artistiques de Nairobi. Nous invitons les différents partenaires à collaborer. Nous avons besoin de davantage de collaboration, pas seulement une collaboration financière, mais nous devons avoir le soutien. Par exemple, avec le PNUD, nous avons développé des partenariats avec le secteur privé pour soutenir les artistes. Clément? Vous n'avez utilisé que 8 minutes de votre temps. Donc, j'allais vous dire que vous aviez 2 minutes de plus, mais votre présentation est finie. Donc, je ne sais pas si Mélissa veut poser quelques questions à Clément. Je voudrais savoir, je voudrais connaître quelle a été l'acceptation de la part de la population lorsqu'ils ont commencé à voir ce mouvement artistique. Quel a été le niveau d'acceptation, étant donné qu'il s'agissait d'une décision et d'une politique publique? Quelle a été l'acceptation des voisins, des quartiers, etc.? Merci, Mélissa. Bon, merci. Vous avez la parole. Allez-y, Clément. Pendant beaucoup de temps, la population du Kenya a beaucoup apprécié l'art public, mais le problème était que le gouvernement ne considérait pas cela une source d'emploi, par exemple. Et c'est pour cela que les espaces n'étaient pas là parce que l'acceptation était déjà là, même avant d'ouvrir ces espaces dans le contexte d'une politique publique. Donc, la créativité a été très acceptée. L'acceptation existait même avant la création des politiques. Maintenant, c'est officiel. Maintenant, le gouvernement accepte cela en tant que politique publique d'art. Merci. Merci beaucoup. Clément, je voudrais, je voudrais vous poser une question sur 3 domaines. Vous ne devez pas répondre maintenant, oui? Euh, Tout d'abord, nous allons connaître l'expérience de Melissa de Cordoba et la question est,
comment est-ce que vous menez le processus de co-création? Comment est-ce que ce processus a lieu? Parce que nous comprenons les fresques murales, qui sont la création d'un artiste, mais comment est-ce que la communauté s'implique dans le processus et dans quelles étapes la communauté participe avec le travail avec les artistes? Ça, c'est une question. La deuxième question, c'est sur les médias. Nous comprenons très bien la question de Mélissa et si on va au-delà de cette question, nous savons bien que les médias locaux et les impacts des quelques médias locaux peuvent guider l'opinion publique qui peut peut-être se présenter complètement contre le développement de l'art public ou bien en faveur d'un type d'art, oui, un art qui est peut-être plus généralisé dans l'opinion publique du point de vue esthétique. Ou bien ils peuvent l'apprécier, bien sûr, beaucoup à cause de peut-être le fait que c'est un artiste local ou bien que ça fait partie d'une coopération entre un artiste local et quelqu'un international ou quelqu'un qui célèbre le programme complètement. Ça serait le rôle des médias, la question sur le rôle des médias. Et la troisième question, c'est que vous avez mentionné une nouvelle constitution au Kenya en 2010, mais j'imagine que les régulations locales ont joué un rôle ici. Et dans le travail entre votre département, peut-être le département de planification urbaine, le département d'implication communautaire, d'engagement communautaire, ne répondez pas maintenant. Je sais qu'il s'agit de questions difficiles, mais ne les répondez pas encore. Je vais donner la parole à Mélissa Tarago et je vais vous poser bien sûr des questions à la fin de votre présentation. Mélissa, vous êtes conseiller externe de la municipalité de Cordoba en Argentine. Cordoba est l'une des villes avec les meilleures politiques culturelles en Amérique latine, avec une histoire, avec une continuité de politique artistique, avec des résultats excellents. Maintenant, c'est à vous d'expliquer vos politiques. C'est à vous d'expliquer vos politiques pour l'art urbain. Mélissa, vous avez la parole. Allez-y. Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup à tous et à toutes pour m'avoir invité et pour que je puisse partager l'expérience de la ville de Cordoba. Pour nous, et cela est différent à ce que Clément a présenté, proposer et promouvoir l'art urbain a été vraiment un grand défi. Nous l'avons commencé dans un contexte très difficile avant la pandémie et nous avons commencé à mettre en place ces interventions artistiques parce que l'art urbain, dans toutes ses expressions, dans notre ville, n'était pas un espace où les politiques précédentes donnaient aucune importance ni soutien à l'art urbain. Donc, nous avons compris que pour la revitalisation des espaces, il y avait un besoin d'artistes. Pendant beaucoup d'années, dans notre ville, il y a eu très peu d'espace pour les artistes. Donc, notre défi était de faire en sorte que les artistes puissent nous faire confiance et qu'ils veulent nous rejoindre dans ce projet. Ma participation a été très active tout au long des années et dans les différents programmes. C'est pour cela que je suis ici pour partager cette expérience. Nous avons commencé, comme je viens de dire, dans un contexte très, très difficile et les personnes n'étaient pas convaincues de ce que nous étions en train de faire. Mais un jour, l'équipe a organisé une rencontre, bien sûr dans le contexte de la pandémie. Mais dans cette rencontre, chaque artiste avait un espace d'à peu près 20 mètres par 4 ou 5 mètres. C'est pour cela qu'il y avait la distance était maintenue, bien sûr, dans les espaces publics ouverts
Et nous avons pu créer et générer le fresque mural qui a été très connu au niveau national parce que c'était le fresque mural d'art urbain plus long de l'Argentine. Mais pourquoi est-ce que nous avons intervenu ces quartiers avec l'art urbain et comment est-ce que nous avons parvenu à avoir l'acceptation des gens, de la population? Jusqu'à ce moment-là, les personnes pensaient que c'était un endroit très dangereux. Les personnes ne l'utilisaient pas et tout à coup, ils pouvaient accéder la nuit, ils pouvaient transformer, inviter des personnes. Cette transformation n'aurait pas été possible sans une politique publique pour nous permettre de générer et de promouvoir ces interventions. Notre maire et notre gouverneur maintenant, Martin Charchola, est allé en Colombie et a vraiment bien aimé l'expérience d'art urbain en Colombie. Et dans ce cadre, il nous a demandé de promouvoir l'art urbain. Alors notre première intervention importante, hein, qui a fait que les gens ont commencé à accepter ce qu'on faisait, hein, a eu lieu sur la rive du fleuve de Cordoba. Et on est passé donc à une expérience très positive. Les gens passaient devant cette fresque et klaxonnaient pour nous féliciter, pour montrer leur appréciation. Voilà donc ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous avons réalisé plus de 260 000 mètres carrés de fresques murales, ce qui fait que en octobre 2022, Cordoba, à travers le Conseil de la ville, a été nommée capitale de l'art urbain en Argentine, puisque nous avions une grande quantité de mètres carrés qui avaient été transformés en fresques. Donc ces interventions n'ont pas été organisées préalablement. En général, on a adapté le projet en fonction de l'endroit sur lequel on allait intervenir. Il y a eu plusieurs interventions, la quantité d'artistes a varié, il y a eu de nombreux artistes, des artistes de la ville, des artistes de la province, et on a aussi permis à d'autres artistes argentins de venir et peindre des fresques. Et c'est cela que nous aimons dans ce travail, c'est que un secteur qui était complètement dans l'ombre pendant de nombreuses années est devenu un secteur central dans le développement culturel de la ville et qu'en plus on a pu commencer à travailler avec d'autres artistes, avec des artistes donc spécialisés en fresques murales, en graffiti, des artistes qui commençaient à travailler dans ce domaine, qui voulaient commencer à peindre sur les murs, parce qu'on sait que le plus grand défi dans ce domaine des fresques murales, le problème est donc la surface à peindre, une grande surface. Donc les artistes qui ont commencé à peindre et qui voulaient participer à cette expérience ont pu le faire grâce à une invitation à participer à des œuvres collectives avec des artistes qui étaient déjà plus chevronnés dans ce domaine. Nous avons été nommée capitale de l'art urbain. Nous avons aussi peint une fresque murale qui a été peinte par Martin Roll, qui est un des plus grands artistes du monde. Donc nous avons organisé la création de cette fresque, et de cette manière, nous sommes passés au premier poste au niveau mondial. Nous avons fait cela dans un quartier qui n'est pas du tout un quartier important dans la ville. Et grâce à cette fresque murale, il est devenu, c'est important. Donc Clément disait que dans sa ville, on demandait la permission de créer des fresques dans des quartiers un petit peu abandonnés pour que ces quartiers retrouvent une vie, retrouvent une activité. Eh bien, nous avons fait la même chose. Nous avons d'abord travaillé dans des endroits visibles, les ponts, des endroits sur la rive du fleuve, des passerelles, des immeubles, mais aussi
on a commencé à intervenir dans d'autres quartiers et de la ville, les quartiers plus pauvres et plus tranquilles, hein. Cordoba est une grande ville argentine, hein, et nous avons plusieurs équipes qui travaillent sur différents types d'interventions parce que notre objectif n'était pas seulement de créer ce musée à ciel ouvert, comme nous l'appelons, et de pouvoir donner accès à cet art urbain à tous les citoyens, nous voulions aussi transformer l'espace de manière réelle et faire cela avec la communauté. Donc, nous avons mis en œuvre ici une autre partie de notre programme. Nous avons commencé à travailler dans les quartiers, avec les communautés locales. Nous avons fait des interventions collectives de façon à ce que les gens puissent s'approprier de l'identité des lieux, hein. On parle de durabilité, mais il est important de dire que dans ce travail que nous avons réalisé, hein, ce que nous avons voulu faire, c'était accompagner la transformation de ce qui auparavant était un endroit où il y avait beaucoup de déchets, qui était un endroit qui n'était pas beau, un terrain vague, hein, et le transformer et grâce au secrétariat de l'environnement en un endroit joli, en une place publique, en autre chose d'agréable que tout le monde pourrait par la suite utiliser. Et donc, comme cela, nous sommes parvenus à créer ce sens de l'appartenance. Il ne s'agit pas seulement de l'aspect artistique, hein, il s'agit aussi de l'approche, hein, des gens, de la population, de ces espaces, hein, qui voient leur quartier se transformer avec des espaces qui étaient horribles, qui deviennent des espaces qui sont jolis et que la population apprécie. Alors, nous avons aussi réalisé un festival. Nous avons créé un festival destiné aux femmes parce que il y a un mouvement féministe important dans la ville de Cordoba et nous considérons que dans le domaine de l'art aussi, les femmes devaient être un petit peu plus mises en premier plan parce qu'elles étaient souvent très invisibilisées, hein. Donc, dans ce cadre, nous avons créé des rencontres d'artistes, des festivals pour montrer le talent des femmes, donc des festivals féministes. Bien, pour conclure, je dirais que je suis très heureuse de participer à cette réunion et je pense que la récupération de ces espaces est très importante. Je suis actuellement conseillère pour d'autres villes, hein, dans le domaine de ce mouvement artistique pour pouvoir appliquer ce même modèle de développement urbain et durable, hein, à d'autres villes de la province et de notre pays, mais aussi du monde entier. Voilà, je vous remercie.
Bien, merci beaucoup, Mélissa. Alors, on voit vraiment la compétence et les connaissances et l'expérience de Mélissa dans ce domaine. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour d'autres villes du monde entier. Merci beaucoup, Mélissa. Alors, Clément, est-ce que vous avez une question à poser à Mélissa? Clément, est-ce que vous nous entendez? Vous nous entendez, Clément? Oui, je vous entends. Est-ce que vous avez une question à poser à Mélissa? Allez-y, vous avez la parole. Eh bien, Mélissa, quels sont les conseils que vous donneriez à des gouvernements, hein, du Kenya ou de d'autres pays, hein? Quels sont les conseils que vous donneriez pour que ces projets soient économiquement viables et comment faire des activités économiques dans le domaine de ces fresques murales qui pourraient permettre de payer les acteurs, les artistes, pardon. C'est une très bonne question. Alors, Mélissa, est-ce que vous avez une réponse? Eh bien, je pourrais vous parler, Clément, de l'art urbain et des fresques murales en général, et je vous dirai comment nous avons pu soutenir économiquement les artistes à travers des politiques publiques, hein. Eh bien, nous avons compris que cet art urbain était une intervention qui avait trois impacts. Alors pourquoi trois impacts? Au niveau économique, c'est bon marché. Si on compare cela à d'autres types d'investissements qui demandent une certaine infrastructure, hein. Alors, je dis que ce n'est pas cher, mais ça ne veut pas dire que ce soit d'importance mineure, hein. Non. Et si on parle de réparer les routes, on ne peut pas comparer ce type de choses. Mais au niveau de l'intervention culturelle, c'est une intervention qui est bon marché, qui va donner lieu à une certaine visibilité des artistes. C'est un type d'intervention qui est rapide aussi. Alors, quand on parle de politique publique, hein, si je suis, mettons, dans le gouvernement, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, hein, j'étudie les sciences politiques aussi, hein. Donc, si je me mets à la place du gouvernement, hein, je vais avoir une ressource qui est l'art, qui va me permettre de récupérer un espace. Je peux faire cela en 5 jours. S'il fallait faire une autre infrastructure, cela demanderait beaucoup plus de temps et le temps et l'investissement économique ne nous donneraient jamais la même visibilité que celle que nous donne une rencontre de 10 artistes en 5 jours, hein. Donc, on a compris cela, on a compris que l'art urbain embellit les villes, invite les gens à profiter de cette beauté, permet de récupérer rapidement avec une ressource économique un espace. Et voilà, c'est le conseil que je donne, hein. L'art urbain est non seulement quelque chose que l'on peut considérer comme une politique publique qui sert à embellir nos villes, mais c'est aussi une ressource économique qui a un impact visuel immédiat avec un niveau de très bonne acceptation de la part des gens, le public, hein, en général. Merci beaucoup, Mélissa. Bien, alors j'ai maintenant 3 questions, moi aussi, à poser à Mélissa. Alors, je vais lui poser cette question. Elle pourra prendre quelques minutes pour y réfléchir. Alors, première question, elle est liée aux femmes. Vous avez dit qu'il fallait inviter les femmes, et les femmes artistes, hein, de façon à ce qu'il y ait un équilibre. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez mis cela en œuvre? Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Est-ce que vous pourriez nous dire quel a été le travail que vous avez fait? Comment vous avez fait pour vous assurer que les femmes artistes allaient participer à ce programme? La deuxième question, lorsque un
une fresque murale est abîmée. Cela arrive, j'imagine, hein. Quelles sont les réglementations qui existent face à ce type de situation? Et ensuite, je voudrais en savoir un petit peu plus sur le festival que vous organisez, ce festival d'art urbain. Est-ce que c'est un festival annuel? Est-ce qu'il inclut d'autres formes artistiques ou est-ce qu'il a lieu? Est-ce que vous pourriez aussi donc répondre à cette question parce que cela nous permettrait de rentrer de manière un peu plus explicite et d'aborder ou de correspondre de manière un peu plus explicite à ce que disait Clément, à savoir la connexion entre le financement, l'art public, l'art urbain et l'amélioration de l'économie locale. Voilà. Je ne vais pas vous demander de répondre tout de suite à ces questions. Je vais maintenant donner la parole à Clément qui va répondre aux questions que je lui ai posées tout à l'heure, à savoir les questions sur les médias et les questions sur les changements dans la Constitution et les réglementations locales dans ce domaine, et puis la question plus générale concernant votre programme. Bien, allez Clément, vous avez la parole, on vous écoute. Vous avez 3 minutes pour répondre à ces questions. Attention, je sais qu'il y a aussi des questions dans le chat. Je vois qu'il y a 4 questions dans le chat. Donc, lorsque Clément et Mélissa Tarago auront terminé, Mélissa Gorondi du PNUD pourra lire les questions qui sont dans le chat. Allez-y, Clément. Bien. Alors, la première question était le comité qui travaille pour la ville de Nairobi dans ce domaine de l'art urbain. Eh bien, je dirais que les artistes représentent ce sentiment de la communauté parce que ces fresques murales sont en général thématiques, pardon, et reflètent ce que la société traverse à certains moments, hein. Actuellement, la vérité, c'est que ces artistes proviennent de secteurs les plus humbles de la société et expriment la frustration qui existe pour donc ces secteurs de la société, de la population, hein. Donc, il y a beaucoup de mécontentement actuellement au Kenya. Il y a une crise économique actuellement. Et donc, c'est important de donner un peu la parole à ces personnes. Et on a ici une réflexion de ce que la communauté ressent par rapport à cela, hein. Et la communauté représente des personnes qui s'identifient avec tout cela, qui participent vraiment dans le domaine de la création de l'art urbain, hein. Et tout ce qui figure sur ces murs, sur ces fresques murales, est quelque chose dont on parle au niveau de la société, on en parle au niveau du comité aussi, et cela finit par être représenté dans une de ces fresques, hein. Donc cet espace urbain est nouveau pour la ville, hein. Ça fait seulement 10 ans hein, que on a commencé hein, cette tendance dans la ville de Nairobi. Auparavant, c'était considéré comme un problème, hein, et graffiti était critiqué, hein. Et donc maintenant, on a ce changement d'attitude, comme l'a dit Mélissa. À partir de la réponse de Mélissa, le gouvernement devrait mettre en place ce type de plateforme pour un impact plus grand. Oui, pour avoir un type d'impact qui peut vraiment transmettre ce type de message. Deuxième question. Vous avez 2 secondes. Bon, 1 minute. Par rapport aux médias, il n'y a pas eu de réaction négative jusqu'à présent. Je ne peux pas répondre quelque chose d'autre.
nous avons arrivé à un point où nous sommes arrivés à un point où il y a des situations qui sont bien sûr dans la Constitution et où la culture a évolué. Et avant la nouvelle Constitution, c'était différent. Mais avec la nouvelle Constitution, nous avons des gouvernements du pays qui sont vraiment impliqués et qui sont très près de la communauté. Et en 2010, nous avons mené un processus d'identifier les différentes cultures dans ces espaces. Très bien, merci. Un commentaire vous ne devez pas répondre, mais pour votre considération dans les politiques futures d'art public à Nairobi, vous devez savoir que lorsqu'il y a des guides clairs de la part des gouvernements locaux sur quelques aspects spécifiques qui peut-être essayent d'illustrer et éduquer la population, il y a des préoccupations au sein de la communauté artistique parce que parfois, ils pensent qu'il s'agit du pouvoir qui essaye de transmettre le message du pouvoir, oui, le message des autorités. Et donc, c'est mieux d'avoir une conversation et de faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Euh, Mélissa, peut-être vous pouvez répondre à quelques questions. Nous avons quelques minutes. Ce sont trois questions difficiles, mais c'est ma passion, donc je vais essayer de répondre. Tout d'abord, on va parler de la réunion de femmes que nous avons organisée. À ce moment-là, j'étais coordinatrice de la Secrétaire de culture. Et lorsque nous avons commencé à aborder le sujet de l'égalité des femmes, j'étais à Cordoba et j'ai parlé avec mon superviseur et j'ai dit, j'ai trouvé un mur extraordinaire et dans mon imagination, cela était comme des mini canvas où on pouvait de manière visuelle présenter un message. Et j'ai appelé 20 femmes et je leur ai dit, j'ai trouvé un espace spectaculaire et je veux organiser une rencontre de femmes. Et voilà, la discussion a commencé. Nous avons commencé à parler. Nous avons fait un appel d'offres pour voir quel était le niveau d'acceptation. Et nous avons créé le premier projet avec beaucoup de liberté pour les femmes. Mais là, le pilier était très important et toutes les interventions artistiques ont été considérées. Et il s'agissait des femmes qui pouvaient montrer des histoires de femmes dans ces fresques murales. Et cela a été une rencontre vraiment fructueux et vraiment extraordinaire avec à peu près 20 artistes, 20 femmes. Et ça a été vraiment extraordinaire parce que nous avons discuté, nous avons parlé du talent qu'il y avait dans notre ville. L'année suivante, notre secrétariat de culture, je n'étais plus secrétaire, mais euh, le secrétariat a trouvé un autre mur pour permettre l'intervention des femmes. Jusqu'à présent, il y a eu 3 rencontres et nous n'avons pas continué parce qu'à ce moment-là, notre pays est en train de traverser une crise très grave. Et donc, Clément a parlé d'une décision politique d'intervenir et de récupérer des espaces et de promouvoir, continuer à promouvoir l'art urbain à Cordoba, mais nous sommes dans une crise maintenant et nous avons dû réduire le nombre d'interventions artistiques. Et par rapport à votre question sur le festival, c'était la deuxième question. Le festival et la deuxième était les dommages possibles ou potentiels.
C'est une question que nous recevons. 1 minute pour les 2 questions, s'il vous plaît. Nous comprenons que l'art est magique, mais l'art se transforme tout le temps. Et donc, chaque pièce se transforme au fil du temps. C'est pour cela que nous accompagnons cette dégradation à cause du climat, des différentes pièces. Et dans quelques cas, nous pouvons les restaurer. Et bien sûr, ce type de restauration, nous essayons de les faire avec le même artiste parce que nous comprenons que du point de vue éthique, c'est la solution la plus adéquate. Mais nous savons que la magie de l'art urbain comprend ce type de processus. Ce n'est pas une pièce dans un musée qui va rester au fil du temps. L'art urbain est dynamique, il change tout le temps et c'est extraordinaire de voir comment il change. Et par rapport à la troisième question, les festivals, dans notre festival d'art, la première fois, nous avons organisé une intervention de la côte de la rivière ici et avec des artistes locaux et d'autres villes de la province. Et en tant que capitale de la province, c'était un défi de promouvoir l'art urbain pour les villes plus petites ou les endroits plus éloignés. Donc, nous avons visé à promouvoir cela et ça a été vraiment une folie, vraiment extraordinaire. 3 ou 4, 400 mètres de 30 artistes, avec 30 artistes euh, qui ont participé à cette activité très enrichissante. Et deuxièmement, le deuxième festival que nous avons organisé avait visé sur l'importance du recyclage et de la protection de l'environnement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Mélissa. Quelques considérations. Tout d'abord, l'importance de documenter le travail. Je crois que c'est extrêmement important parce que souvent, les conditions environnementales et l'évolution de l'art doit être respectée, bien sûr, l'évolution naturelle de l'art. Mais sans doute, vous avez documenté le travail. Est-ce que vous l'avez publié? Est-ce qu'il est dans un site web, dans une publication académique, du point de vue de la politique publique que nous pouvons peut-être lire et comprendre? Ça, c'est une question. Et voilà, nous avons 5 minutes et nous avons 4 questions du public. 2 questions pour Clément. La première, c'est la suivante. Vous avez présenté la carte des fresques murales de Nairobi avec 300 artistes. Quel est le rôle de la technologie pour renforcer cette cartographie, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, etc. Et la deuxième question est liée aux meilleures pratiques de Nairobi que vous recommandez à d'autres villes globales, notamment celles du Sud global. Merci. Clément, vous pouvez répondre à ces questions, s'il vous plaît, 1 minute et demie. Par rapport à l'utilisation de la technologie pour renforcer les espaces, nous avons reçu plusieurs propositions de nos partenaires et dans le processus, bien sûr, l'application de différentes organisations pour voir comment on peut avoir des processus avec les gouvernements. Et pour répondre à votre question, à inclure d'autres villes, bien sûr, on doit commencer avec des petits projets. On ne doit pas avoir des budgets énormes si on n'a pas un plan clair. Oui, parce que la bureaucratie, les budgets, tout cela va créer peut-être des questions par rapport à si c'est vraiment nécessaire de faire cette dépense, etc.
Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la collaboration. Merci. Merci, Clément. Il y avait une question pour Mélissa. La question a été répondue, je crois, mais je vais la poser de toute façon. C'est une question pour vous deux. Mélissa, la communauté, l'appartenance communautaire est souvent très fragile. Et lorsque les projets murales sont déplacés à d'autres quartiers, quel est le mécanisme à Cordoba pour garantir que les résidents et pas seulement les sponsors sont ceux qui choisissent les thèmes, les thématiques et la maintenance des pièces? Et une autre question, c'est la considération de la technologie pour la promotion de l'art urbain. C'est similaire à la question que j'ai posée par rapport à la documentation, l'existence d'un site web. La question est plutôt liée à la technologie pour le développement de l'art urbain, les codes QR, l'art urbain, etc. Si vous avez une réponse pour cela. Je voudrais répondre que nous travaillons beaucoup euh, et de manière articulée avec des différents domaines de la municipalité. La municipalité a un espace, je ne sais pas si cet espace existe dans les autres villes, qui s'appelle les EPC, qui sont un canal pour rassembler les besoins des différents secteurs. Nous travaillons de manière articulée avec les EPC parce que c'était ces organismes qui nous indiquaient les secteurs qui devaient être inclus, qui étaient prioritaires avec la communauté. Nous avons beaucoup travaillé avec le secrétariat d'environnement, de la culture, et de manière articulée, nous avons pu faire en sorte que toutes les interventions soient ouvertes. Et pas seulement pour les personnes, aussi pour les artistes. Parfois, nous étions dans un espace et un voisin nous disait, moi, je suis peintre, qu'est-ce que je peux peindre avec vous? Et donc, notre politique pour l'art urbain a toujours été collective et en communauté. Il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas d'enregistrement. Il y a eu des appels d'offres d'art urbain avec d'autres concepts et d'autres méthodologies, mais nous avons travaillé selon chaque espace avec la communauté et avec la population de ce secteur-là. Et l'autre question, où, bien sûr, nous n'avons pas beaucoup avancé la technologie. J'avais proposé un code QR pour le projet de la récupération de la rivière, d'avoir un code QR pour raconter l'histoire de la rivière et raconter l'histoire de l'artiste. Nous n'avons pas pu le faire, nous n'avons pas pu avancer, mais j'espère que les gouvernements actuels puissent continuer à promouvoir l'art urbain, comme dans ma perspective, qui est de renforcer l'art dans les différentes localités. En fait, nous sommes en train de travailler avec d'autres villes maintenant pour avancer. Mais en tant que ville de Cordoba, nous avons un long parcours. Et comme Clément vient de dire, ils étaient relativement nouveaux dans ce domaine et à Cordoba aussi. Avec ces projets, nous n'avons que 6 ans d'histoire. Donc, il faut apprendre ce que nous devons incorporer. Merci beaucoup, Mélissa, c'était très clair. C'est toujours un plaisir de voir qu'il reste des défis à affronter dans le futur. C'est un exercice coopératif avec le PNUD. Nous avons maintenant la possibilité d'échanger dans le futur dans ces domaines spécifiques de l'art urbain. Alors, je vais reprendre les thèmes clés. Nous avons vu ce mouvement de Cordoba et de Nairobi qui est passé
d'un mouvement plus local, d'une inspiration à Nairobi. Et nous avons vu le cas de la Colombie, de Cordoba, nous avons vu les échanges entre l'UCNG, le PNUD et les apprentissages communs que vous avez fait grâce à ces échanges et c'est fantastique. Ensuite, le travail et la participation de la communauté, nous savons que c'est très important. Nous avons vu l'existence de l'art public, la connexion qu'il peut y avoir entre cet art et la participation citoyenne. Nous avons vu le dialogue aussi entre les différents secteurs de la municipalité et les différents secteurs du gouvernement national, local et municipal qui ont participé à ces projets. Rien n'est possible sans la participation des gens. Les gens ont vraiment envie de trouver un sens et dans l'endroit dans lequel ils vivent. C'est un moteur pour ce processus culturel. Et puis la considération du long terme, donc la maintenance, la documentation, la conservation sont des nouveaux défis dans ces quartiers dans lesquels on a donc ces fresques. Et tout cela représente l'intérêt dans le domaine de cet art public. Alors je vous remercie beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses pendant cette heure de réunion. Je remercie aussi les interprètes et je dirais que sans le travail des interprètes, ce séminaire web n'aurait pas été possible. Et je vais maintenant redonner la parole à Mélissa Gorandi-Novak du PNUD qui va s'occuper de conclure ce webinaire. Merci, merci beaucoup Jordi, merci Clément, merci Mélissa. Ça a été vraiment un plaisir de vous entendre. Je pense que vos présentations étaient vraiment intéressantes. Les conclusions aussi étaient très bonnes. Je vous encourage à revoir ce webinaire sur YouTube et il a été donc téléchargé sur YouTube avec les différentes langues dans lesquelles il a été traduit. Je remercie les intervenants de Cordoba et de Nairobi. Une expérience très, très intéressante et votre témoignage était très intéressant. Je vous remercie. Je remercie aussi Jordi pour les conclusions et la participation qu'il a eue. Donc, je vous remercie tous. Merci. Bonne fin de journée.